La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Cet après-midi, nous avons l'immense honneur et le grand plaisir de recevoir à Café Philo Madame Ama Mazama. Mais comme vous le savez, à Café Philo, il y a un protocole à respecter. En ce sens, je vais vous demander de vous mettre debout pendant qu'on va entonner ensemble la dessalinienne. Sans perdre de temps, nous allons poursuivre avec la chanson fétiche de Café Philo, en l'occurrence Asa Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa,
donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. J'ai appris ce matin une très mauvaise nouvelle. C'était sur le groupe de WhatsApp de Café Philo, alors que j'étais en chemin pour Jacmel et que je partais à la recherche de Madame Ama Mazama pour qu'elle puisse avoir cet entretien avec nous à Port-au-Prince. J'ai appris sur le groupe de WhatsApp de Café Philo que M. Jean-Claude Fignoli, un écrivain haïtien, un ancien maire de la commune des Abricots, est parti pour l'au-delà. Il a été rejoindre les ancêtres. Monsieur Jean-Claude Fignoli qui m'a beaucoup aidé lors de l'élaboration de mon mémoire de maîtrise. En ce sens, je vais vous demander de vous mettre debout pendant 1 minute afin de saluer la mémoire de ce canton. Merci, on peut s'asseoir. Alors, nous entamons sans perdre de temps la deuxième partie de cette activité, car comme vous le savez fort bien, à Café Philo, nous aimons associer les mots, l'image et le son. Et en ce sens, je vous invite à visionner avec nous un extrait d'une émission à laquelle avait participé Mme Ama Mazama, qui s'appelle La Renaissance africaine par Dr Ama Mazama. Mesdames et messieurs, le mardi 6 juin, Mme Ama Mazama a prononcé une conférence à la faculté d'ethnologie autour du thème « Les dangers du mimétisme paradigmatique pour les peuples africains et les descendants des peuples africains ». Et en chemin, alors que je faisais partie de la délégation de professeurs et d'étudiants qui allaient l'amener à l'aéroport parce qu'elle partait le même jour, j'ai réussi à la convaincre
de venir ici et de nous donner une intervention à Café Philo Haïti. Parce que je lui disais que la meilleure façon de toucher le cœur des intellectuels de ce pays, c'était de faire une intervention à travers l'émission de l'association culturelle Café Philo Haïti, qui s'avère être pour le présent moment l'association de jeunes étudiants universitaires d'académiques le plus important qu'il puisse avoir dans ce pays. Donc, mesdames et messieurs, qui est Madame Ama Mazama? Madame Ama Mazama est née en Guadeloupe. Elle se définit comme une Africaine de la Guadeloupe. Elle a un doctorat en linguistique qu'elle a obtenu à la Sorbonne Nouvelle en 1947. Elle est directrice de programme de maîtrise et de doctorat d'africologie à Temple University aux États-Unis. Quand on dit africologie, on n'entend pas africologie, l'étude afrocentrique des questions africaines, des sujets africains. C'est la plus célèbre et la plus importante partisane de l'afrocentricité aux Antilles. Madame Ama Mazama se bat, c'est une grande militante pour la renaissance africaine. Ouem Messoud, si je voulais le dire en égyptien. Elle est aussi l'une des rares auteurs, quand je dis pour accentuer le féminin, francophone, féminin de l'afrocentricité en Haïti. Elle est l'auteur de plus de 21 ouvrages et en fait, le concept d'afrocentricité est apparu en 1980 avec un historien et un philosophe afro-américain qui s'appelle Molefi Kete Asante. Molefi Kete Asante a publié un livre qui s'appelle Afrocentricity, The Theory of Social Change, qui a été traduit en 2003 par Madame Ama Mazama aux éditions Menem Book. Mais attention, Madame Ama Mazama n'est pas seulement une grande militante de l'afrocentricité, un auteur qui publie, un auteur prolifique, une grande scientifique. Madame Ama Mazama, c'est aussi une grande spirituelle. Elle a été initiée au vaudou en Haïti et elle est mambo. Et en plus de ça, Madame Ama Mazama, c'est la présidente de l'organisation qui s'appelle Afrocentricité Internationale, dans laquelle elle porte le nom de Père Art Universel, qui a plusieurs divisions en Haïti, en France, au Canada, au Cameroun, au Gabon, pour ne citer, aux États-Unis, pour ne citer que ces pays-là. Et je dirais en plus que Mme Ama Mazama, comme je l'ai laissé déjà entendre, c'est la collaboratrice infatigable du philosophe et de l'historien afro-américain Molefi Kete Asante. Molefi Kete Asante, que nous espérons que l'un de ces jours, nous aurions aussi la possibilité de recevoir à Café Philo. Alors, Madame Ama Mazama, le public que vous avez en face de vous, c'est un public qui est un public averti. Moi, j'ai déjà fait 2 interventions à Café Philo, l'un sur Cheikh Anta Diop et Haïti, et l'autre sur l'identité des Égyptiens de l'Antiquité, peuple de Noirs et non de Blancs. Mais je reste profondément convaincu que personne ne peut mieux porter que vous et que Molefi Kete Asante cette parole. Cet évangile qui n'est pas un évangile biblique d'union et de fraternité des peuples noirs du monde entier. Mesdames et messieurs, Madame Ama Mazama, autour du sujet, l'impératif afrocentrique en Haïti, sous vos applaudissements. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a une chose que mon frère ici a oubliée et qui est peut-être la plus importante, c'est que je suis maman. Je suis maman de 3 enfants. Et c'est pour nos enfants que nous nous battons, pour nous-mêmes et pour nos enfants, voyez? Vivre dans ce monde,
y mettre des enfants et puis la situation est vraiment difficile. Donc, nous nous battons pour nos enfants. Je tiens à vous remercier d'être là. Je tiens à remercier, bien sûr, l'association Café Philo. Je tiens à remercier le professeur Laurent, encore appelé l'homme, m'a-t-il dit, pour cette invitation. Et il m'a été demandé de parler de l'impératif afrocentrique. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est que l'afrocentricité pour qu'on soit très clair là-dessus. Et je dirais que l'afrocentricité, c'est une théorie et une pratique selon lesquelles il est impératif pour les Africains, et quand je dis Africains, j'inclus les descendants d'Africains, donc nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes Africains, qui insistent pour que nous nous prenions comme point de référence à tout moment et dans tous les aspects de notre existence. Alors, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'afrocentricité? C'est parce qu'en gros, nous sommes décentrés par rapport à nous-mêmes, ou si vous voulez encore, nous sommes aliénés. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas physiquement asservis. Ça, nous avons mis un terme à cette histoire horrible en Haïti, ailleurs. Mais nous sommes toujours asservis mentalement. Et c'est d'autant plus dangereux que nous l'ignorons parce que nous ne voyons pas les chaînes. Et donc, nous pensons que nous sommes libres. Mais si nous nous posons certaines questions, nous voyons rapidement qu'en fait, nous avons un problème, et c'est un problème que j'appelle un problème d'estime collective de nous-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce que nous nous percevons. D'abord, j'ai quelques questions à ce sujet. Est-ce que nous aimons notre apparence physique? Certains diront oui, certains diront non. Le fait est cependant que nous passons beaucoup de temps, surtout nous les femmes, à essayer de changer notre apparence physique. Est-ce que nous nous apprécions en tant que noirs? Encore une fois, là, la réponse est mitigée. Est-ce que nous sentons que nous avons de la valeur en tant que noirs? Ce n'est pas évident. Est-ce que nous nous sentons motivés pour faire des choses qui bénéficieront à notre communauté noire? Encore une fois, ce n'est pas évident. Est-ce que nous sommes fiers de l'Afrique? Pas vraiment. Est-ce que nous nous focalisons sur les atouts de l'Afrique? Pas vraiment. Est-ce que nous aimons l'Afrique ou est-ce que nous aimons Haïti au point où nous serions prêts à mourir pour l'Afrique ou pour Haïti? Pas vraiment. Est-ce que nous honorons nos ancêtres? Pas vraiment. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres? Pas vraiment. Rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils? Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont un nom africain, et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre? Pourquoi ils s'appellent Mouswele, Tamou et Kiamouya? Et je pose la question, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français, puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent des noms africains à leurs enfants? Vous voyez? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom c'est Pierre le Grand, nous serions choqués. Nous penserions que le Chinois a un problème identitaire et mental. Vous voyez? Mais nous sommes tellement habitués à être en décalage par rapport à nous-mêmes que ça ne nous étonne même plus. En fait, ça nous paraît normal. Est-ce que nous apprenons notre histoire, l'histoire de l'Afrique, à nos enfants? Pas vraiment. OK, donc, pour continuer, la source donc, de cette situation, du fait que nous avons une faible estime collective, cette source-là, la raison profonde, c'est ce que j'appelle, après d'autres, la suprématie raciale blanche et le racisme blanc, qui se sont livrés et qui continuent à se livrer à une propagande anti-africaine, anti-noire, féroce. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les principaux agents de cette propagande sont en fait l'école, puisque nous pouvons aller à l'école pendant 10, 12 ans sans vraiment rien apprendre de sérieux sur nous-mêmes. L'autre agence, ce sont les médias,
qui continue à nous bombarder avec des images anti-africaines. Je peux vous assurer que lorsque je suis en Guadeloupe et que l'on nous montre par exemple des images d'Haïti, ce sont toujours des images extrêmement dégradantes qui donnent l'impression que tout va très mal en Haïti, que tout le monde meurt de faim en Haïti et que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que les bons blancs viennent les sauver. En parlant de sauver et de rédemption, il y a bien sûr aussi maintenant le christianisme qui nous présente l'image de Dieu comme celle d'un homme blanc. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? J'aime bien faire ce test. Je vous dis fermez les yeux et dites le mot Dieu et voyez ce qui se présente à vous. Et invariablement, eh bien, c'est l'image d'un blanc barbu qui se présente à nous. Évidemment, le problème, excusez-moi, ça me gêne sur le côté. Et donc, invariablement, toujours cette image du blanc, la divinité suprême, l'autorité suprême, celui même qui se substitue à notre père, à nos parents, et à qui nous devons, et devant qui nous devons nous agenouiller, que nous devons prier, que nous devons supplier, toujours ce blanc qui est là pour, soi-disant, nous sauver. Et puis nous-mêmes, bien sûr, nous sommes satanisés, puisqu'on nous dit que Satan est noir, et que l'on nous affirme que le vaudou n'est que de la sorcellerie. N'est-ce pas? Donc quand vous dites que vous pratiquez le vaudou, tout de suite, c'est toute une histoire, on vous soupçonne de toutes sortes de choses, alors qu'en fait, s'il y a une religion qui est criminelle entre toutes, c'est bien le christianisme, suivi de très près par l'islam. On n'a jamais entendu dire que des vaudouisants mettaient des bombes, n'est-ce pas, dans des avions ou mettaient des bombes dans des galeries commerciales pour tuer, n'est-ce pas, des gens qui ne leur ont rien fait. On n'a jamais entendu ça. Aucune religion africaine n'a jamais fait ça, n'est-ce pas? Et pourtant, on continue, n'est-ce pas, à véhiculer cette image de la religion africaine, de la spiritualité africaine comme quelque chose de négatif, de satanique. Donc, notre problème, ou le problème dans ce cas de la suprématie raciale blanche, c'est qu'en fait, notre humanité n'est toujours pas admise par les Blancs. Et que tout est littéralement mis sans dessus-dessous. Ceux qui ont subi les affres de l'esclavage sont présentés comme mauvais, méritant d'être traités comme moins que des bêtes, toujours, tandis que leurs bourreaux, cruels et inhumains, sont présentés comme des modèles d'humanité et de bonté. Vous voyez, puisque Dieu est blanc, eh bien bon, le tour est joué. Non seulement nous sommes en dehors de l'humanité, les Blancs deviennent, eux, le modèle, comme je vous dis, définitoire de bonté et d'humanité. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est imiter les Blancs, nous dit-on, pour devenir pleinement humains. Et ça se passe par le biais de deux mécanismes. Le premier, c'est le mécanisme d'universalisme, où les Blancs disent qu'en fait, tout ce qui s'applique à eux vaut pour les autres. Et l'autre mécanisme, c'est le mécanisme de l'objectivité. Je commencerai par le deuxième. Nous savons très bien que l'objectivité est impossible. Épistémologiquement, il est impossible d'être objectif. Au mieux, on peut être honnête, mais on ne peut pas être objectif parce que nous avons tous un bagage, n'est-ce pas, que nous traînons avec nous, qui est déterminé par nos circonstances particulières, y compris, n'est-ce pas, nos préjugés culturels, sociaux, etc., etc. Donc, quand les Blancs vous disent qu'eux, ils sont objectifs, et que ce qu'ils disent, c'est donc la vérité, nous ne devons pas les croire. Mais ils se servent de ce subterfuge, encore une fois, pour imposer leur version des faits. Le deuxième subterfuge, c'est celui d'universalisme, encore une fois, où ce qui s'applique à eux vaut pour tout le monde. Je vous donne quelques exemples. Quand ils nous parlent de musique classique, on a l'impression qu'il s'agit d'une musique universelle, n'est-ce pas? Mais quand on dit musique classique, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Chopin, Beethoven, Mozart et compagnie, Bach, donc des musiciens occidentaux européens. Je ne nie pas que ces gens-là aient du talent, ça les concerne. Je ne suis pas là pour dire qu'ils ne valent rien. Pas du tout. Mon propos, la difficulté ou mon objection ici, c'est que ce ne sont pas les seuls musiciens classiques. Il y a des musiciens classiques dans toutes les traditions, chez tous les peuples. Vous comprenez? Quand on parle de littérature classique, qu'est-ce qui vient à l'esprit? C'est soi-disant auteurs des Lumières européennes, les Voltaire, les Baudelaire, les machins et compagnie, qui, soit dit en passant, étaient tous de grands racistes,
à croire, encore une fois, qu'il n'y a que les Européens qui sont capables d'écrire, de produire de grandes œuvres. Donc nous nous trouvons minimisés, nous nous trouvons marginalisés, nous nous trouvons invisibles, en fait. Nous devenons invisibles même à nos propres yeux. Puisque quand nous allons à l'école, on ne nous apprend pas, n'est-ce pas, nos propres traditions. Il y a autre chose encore qui est très important, c'est la conception linéaire du temps et de l'évolution de l'humanité selon un modèle tracé, n'est-ce pas, par les Blancs en raison de leur soi-disant avance par rapport au reste du monde. Et donc nous sommes donc définis par rapport à eux et toujours en état de manque. Alors on nous dit que nous sommes sous-développés, on nous dit que nous sommes en voie de développement, que nous sommes émergents, ça c'est le dernier label, la dernière étiquette à la vogue. On vous parle des pays émergents, le Brésil, je ne sais pas quoi encore, la Russie, l'Inde, etc. Mais toujours, qu'est-ce qu'on prend comme critère pour définir? C'est l'Occident. Comme si, encore une fois, l'Occident, c'est le modèle par rapport auquel tous les autres doivent être définis. Sur le plan culturel, notre faible estime collective se manifeste par ce que j'appelle le syndrome de la validation blanche, c'est-à-dire le recours à l'expérience des Blancs pour valider la nôtre. Et donc, nous avons affaire, en d'autres termes, à de l'aliénation culturelle ou encore à la dislocation, pour utiliser un terme afrocentrique. C'est-à-dire que nous vivons à travers des normes culturelles d'emprunt, ou je devrais dire plutôt d'imposition, qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent bien sûr de l'Europe, et qui sont jugées supérieures aux nôtres. Alors, je vais vous donner quelques exemples, parce que vous pouvez penser que j'exagère, mais regardons par exemple la question du nom que j'ai posée tout à l'heure. Je suis sûre qu'il y a très peu d'entre nous ici qui ne portons pas de noms occidentaux. Pourtant, nous serons les premiers à dire que non, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes Haïtiens, nous sommes Africains, nous sommes Guadeloupéens, et pourtant nous avons des noms d'Occidentaux et ça ne nous gêne pas plus que ça. Je parlais à une jeune fille, elle me disait, moi je suis libre d'avoir le nom que je veux. Mais non, on n'est pas libre, ça nous est imposé. Nous acceptons ça en pensant que finalement c'est universel, que les noms européens sont universels. Un autre exemple qui montre bien que nous sommes aliénés culturellement, c'est la question spirituelle. Alors qu'une fois, ça revient à l'image de ce Dieu blanc. Et je dirais que pour mon grand désespoir et mon grand chagrin, que même dans le vaudou, n'est-ce pas, nous ressentons le besoin de maintenir des images de saints blancs à l'intérieur du vaudou pour valider le vaudou. Vous voyez? C'est le syndrome de la validation blanche. Sur le plan esthétique, la beauté est blanche, n'est-ce pas? Donc, nous avons des frères, des sœurs qui cherchent à éclaircir leur peau, toujours parce que la norme, l'idéal, c'est quoi? C'est le modèle blanc. Nous nous défrisons les cheveux, nous mettons des perruques. Tout ça pour essayer, n'est-ce pas, d'émuler ce modèle-là. Sur le plan linguistique, pour parler vraiment, il faut parler une langue des Blancs, qui est présentée comme plus intelligente, plus complexe, plus civilisée que les nôtres. Sur le plan théorique, nous épousons des théories qui n'ont rien à voir avec nous. Nous sommes marxistes, nous sommes féministes, nous sommes structuralistes, post-structuralistes, nous sommes mondialistes. Tout ça, ça n'a rien à voir avec nous, ça ne vient pas de nous. Sur le plan identitaire, nous disons que nous sommes mélangés, que nous sommes à 80% ceci, à 20% cela. Nous sommes créoles, nous sommes métis, n'est-ce pas? Tout sauf africains. Même si, quand nous nous regardons dans un miroir, il est clair que... Sur le plan conceptuel, c'est pareil. Nous sommes encore en Occident. Nous parlons de développement, nous parlons de progrès. Nous parlons de droits de l'homme, de droits de la femme, de droits des animaux, de droits de l'enfant, de démocratie, de liberté, de mondialisation. Mais encore une fois, d'où viennent ces concepts-là? Ils ne viennent pas de nous, ils viennent de l'Occident. Et il y a quelque chose qui est très clair, c'est que nous qui sommes colonisés, qui sommes aliénés, nous ne pouvons pas imaginer, l'afrocentricité nous le dit, nous ne pouvons pas penser notre libération en utilisant les concepts de nos oppresseurs. C'est impossible. N'est-ce pas? La deuxième conséquence, non seulement nous sommes aliénés culturellement, mentalement, mais nous sommes aussi incapables d'occuper notre part d'espace physique et mental pleinement. Je vous donne un exemple. Depuis que je suis arrivée en Haïti, je n'entends qu'une chose, l'histoire de camp d'été. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? On parle des horaires d'été, des camps d'été. Et je me suis posée, en Guadeloupe, c'est pareil, hein?
Je me suis posé la question, depuis quand est-ce que nous avons un été en Haïti? Voilà. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 2 saisons en Haïti, la saison des pluies et la saison sèche. N'est-ce pas? D'où vient cette idée, cette notion de camp d'été? Je vous laisse répondre à la question vous-même. Ce n'est pas très difficile, vraiment. Je suis allée le mois dernier au palais aux 365 portes, c'est ça? Construit par le roi Christophe. Et l'on nous a expliqué, le guide nous a expliqué que ce palais, qui n'est pas achevé, et quelque part c'est peut-être bien, devait avoir 4 étages. Et les 4 étages, c'était pour chaque saison. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et je me suis posé la question de savoir ce qui se passait dans la tête du roi Christophe. Vous voyez que dès le départ, on était mal parti. Parce qu'il y a encore une fois 2 saisons en Haïti, pas 4. Donc le modèle inconscient, vous voyez, c'est ce qui est dangereux. Le modèle inconscient, même alors même que l'on essaie de construire cette nation haïtienne, n'est-ce pas? Alors que même que tant de sang a coulé pour construire Haïti, le modèle inconscient demeure l'Europe. Et c'est pour ça que quelque part Haïti est toujours dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a évacué les Blancs physiquement, mais mentalement, ils sont restés dans notre tête et dans notre cœur. Vous voyez? Et donc nous sommes toujours aliénés et nous sommes prêts à nous battre pour rester comme nous sommes. Il y a des gens qui vont me dire « Oh, Amamazama est radical, Amamazama est raciste, Amamazama n'aime pas les Blancs. » Je dis « Vous savez quoi? Je ne suis pas raciste, je suis anti-raciste. » Et c'est pour ça que je parle comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'un peuple impose ses normes, son expérience à un autre peuple, à moins que ce peuple-là accepte qu'il est inférieur. Et ça, je n'y consentirai jamais. Il est impossible d'imaginer que nous, les Africains, qui sommes le berceau de l'humanité, nous sommes les mères et les pères de l'humanité. Il n'y a eu personne d'autre avant nous. Nous avons passé 70% de notre existence, vous le savez probablement, en Afrique. Il y a 50, 60, 70 000 ans, toute l'humanité était africaine, était noire. Non seulement nous sommes l'Afrique est le berceau de l'humanité, et donc nous sommes les enfants de personne, nous n'avons de leçons à recevoir de personne, n'est-ce pas? Mais en plus, la peau noire est la norme. La peau noire est naturelle. Ne pas avoir de mélanine, c'est ça, c'est une anormalité. Donc pourquoi vouloir changer la couleur de notre peau pour devenir anormaux? En plus, étant le berceau de l'humanité, nous sommes aussi le berceau de la civilisation humaine, comme Cheikh Anta Diop nous l'avait bien expliqué et l'a démontré. Donc, encore une fois, nous n'avons de leçons à recevoir de personne, mais nous ne le savons pas, ou bien nous préférons l'oublier, parce que nous avons été tellement formatés, le lavage de cerveau a été tellement profond, que nous préférons continuer à vivre dans la servilité. Nous sommes aussi incapables, à cause de notre faible estime collective, nous sommes incapables vraiment de nous organiser pour lutter et pour gagner la guerre qui nous est menée sur tous les fronts. Physiquement, on essaie de nous exterminer. Physiquement, on nous extermine. Que pensez-vous que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international font? Ils ont programmé déjà la mort de 50 millions d'Africains en 5 ans. 50 millions d'Africains en 5 ans vont disparaître, rien qu'avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les campagnes de vaccination, en fait, de stérilisation sous couvert de vaccination. En Haïti, on m'a dit qu'il n'y a pas longtemps, il y a une campagne qui a eu lieu, soi-disant contre la polio, mais ceux qui nous donnaient soi-disant les vaccins ne voulaient vacciner que des femmes haïtiennes entre l'âge de 18 et 35 ans. Ça ne vous semble pas bizarre? Comme par hasard. Ils l'ont déjà fait ailleurs. On nous extermine physiquement, on nous extermine culturellement. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur quand on parle d'extermination culturelle, la situation de Bois-Caïman. Je ne sais pas si vous êtes allé à Bois-Caïman il y a peu, mais j'y étais il y a 1 mois et c'est une abomination. Quand Bois-Caïman a été transformé en un amas de débris qu'on appelle fratras, n'est-ce pas? Vous ne voyez plus où est l'arbre, ni quoi que ce soit. Et il y a maintenant une église à Bois-Caïman. Il y a une église qui a été détruite 3 fois, mais qui est là.
Et vous avez maintenant des missionnaires qui viennent faire des pèlerinages à Bois-Caïman. Vous voyez? Quand je dis que nous avons du mal à occuper notre espace à cause de notre faible estime collective, à cause de notre aliénation mentale et culturelle, c'est ce que je veux dire. Bois-Caïman est un exemple parfait de ceci. Parce que sinon, il nous serait insupportable que Bois-Caïman soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. En fait, ça serait une source de honte pour nous, surtout pour les Haïtiens qui se réclament, n'est-ce pas, de Dessalines, de penser que Bois-Caïman aujourd'hui en est réduit à cet état-là. Nous sommes incapables aussi de reconnaître nos ennemis comme tels, mais toujours nous maintenons cette démarche de mendicité et de passivité vis-à-vis du blanc. Parce que soi-disant le blanc est là pour nous aider, alors que ce sont ces mêmes individus qui nous ont mis et nous maintiennent dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous adoptons des coutumes aussi qui sont particulièrement néfastes pour nous. Et ici, je veux parler de la drogue qui est introduite dans nos pays. Je veux parler de l'homosexualité, je veux parler de la pédophilie, je veux parler de la zoophilie, je veux parler du plastique, de tout ce qui nous extermine, de tout ce qui mine notre société. Et donc, nous parlons d'impératifs afrocentriques. Pourquoi? Pour nous redéfinir de façon positive, pour faire que notre estime de nous-mêmes soit une estime forte. L'impératif afrocentrique pour nous réancrer dans notre matrice historique et culturelle, qui est l'Afrique, en nous reconnectant pleinement avec nos ancêtres. Qu'est-ce que nous cherchons quand nous parlons d'impératif afrocentrique? Nous cherchons simplement à gagner à nouveau la guerre qui nous est menée. Nous avons gagné la première bataille, mais la guerre continue. Vous voyez? Et nous n'en sommes même pas conscients. Et comme nous n'en sommes pas vraiment conscients, nous ne pouvons bien sûr pas gagner. Alors, ce que l'afrocentricité nous dit, c'est en fait de revenir à nous-mêmes, loin des errances eurocentriques perverses, dégénérées et stérilisantes. Et je veux suggérer déjà que nous devons commencer par accepter l'Afrique comme berceau de l'humanité, accepter l'Afrique comme berceau de la civilisation, accepter que chaque peuple a ses propres valeurs culturelles, ce que nous appelons la cosmologie. Je vous donnerai un exemple. Je reviens sur cette question d'homosexualité qui me tient particulièrement à cœur. Alors, est-ce que je dis qu'il faut harceler les homosexuels, qu'il faut les tuer? Non, je ne dis pas ça. Mais ce que je dis, c'est que l'homosexualité est une mauvaise chose pour une société, parce qu'à terme, l'homosexualité entraîne la fin de l'espèce humaine, et donc je ne vois pas comment on peut prôner l'homosexualité. Mais l'homosexualité est une valeur occidentale, une valeur culturelle occidentale qui se retrouve en Grèce et qui se comprend dans le paradigme occidental et qui est fondé sur le fait que dans le paradigme occidental, l'homme et la femme sont ennemis, s'opposent. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a du féminisme en Occident. Dans la conception culturelle, la cosmologie africaine, il y a entre l'homme et la femme non pas une égalité, mais il y a une complémentarité asymétrique. Et donc, l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre. Pourquoi est-ce que nous avons besoin l'un de l'autre? Pas parce que nous sommes pareils, mais parce que nous nous complétons. Et parce que nous, ensemble, nous créons la vie. On n'a jamais vu deux hommes procréer la vie, on n'a jamais vu deux femmes créer la vie. Donc nous avons ici deux cosmologies, deux visions du monde qui sont différentes et qui produisent des choses différentes, voyez? Et je vais terminer ainsi. Je ne sais pas combien de temps il me reste, ça va, je peux terminer? OK. Pour terminer, je vais invoquer ce que j'appelle la règle des 3 C. Alors écoutez bien, le premier C, c'est le courage. Il nous faut du courage. Il nous faut beaucoup de courage parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, pas parce que nous menons une guerre, mais parce qu'une guerre nous a été déclarée. Vous comprenez? Donc il faut du courage pour se battre. Il faut le courage, il faut invoquer Dessalines, il faut invoquer Christophe, pour que leur courage, n'est-ce pas, 1/100 même de leur courage nous inspire pour que nous nous levions, que nous nous battions et que nous disions non. Nous n'acceptons pas l'inacceptable.
Bois-Caïman, c'est inacceptable. Ce qui est devenu Bois-Caïman, c'est inacceptable. Ce qui arrive à Haïti, c'est inacceptable. Nous disons non et nous nous levons et nous disons non. Le courage. La conscience de soi, ça c'est le deuxième C, n'est-ce pas? Une conscience forte de soi en tant qu'Africain. Non, nous ne sommes pas métis, nous ne sommes pas créoles, nous ne sommes pas mulâtres, nous ne sommes pas tout ça, nous sommes africains. Soyons clairs là-dessus. Ce n'est pas parce que nous avons franchi l'océan Atlantique que ça change quoi que ce soit. On n'est pas obligé d'être en Afrique pour être africain. En fait, on peut même être plus africain en dehors de l'Afrique qu'en Afrique. Vous voyez, j'étais au Congo il y a 2 semaines. Là-bas, les frères et les sœurs ont de sérieux problèmes. Toutes les femmes ont des perruques. Vous voyez, le même problème d'image de soi, de conscience collective de soi qui est faible. Et pour avoir une conscience de nous forte, il n'y a qu'une voie, c'est la voie spirituelle. Ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. Parce que vous pouvez connaître beaucoup de choses, mais si spirituellement vous n'intériorisez pas cela et que vous ne vous connectez pas avec vos ancêtres, eh bien cette connaissance ne sera que de l'information. Le 3e C en question, c'est la connaissance. Il faut que nous apprenions des choses sur nous-mêmes. L'école, leur école, l'école coloniale, néocoloniale, ne nous apprend rien sur nous-mêmes. Donc nous avons besoin d'acquérir des connaissances sur nous-mêmes, de notre propre point de vue, de notre propre perspective. Ça, c'est fondamental. Je sais que vous avez beaucoup de questions, et donc je m'arrêterai là. Je vous remercie pour votre attention, et donc nous pouvons maintenant dialoguer. Le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas complètement fait. Souvent, le colonisé, l'ex-colonisé, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et revient à la maison. Car depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a appris des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. Cette parole est de Cheikh Anta Diop. Il a prononcé à une conférence de Niamey en Niger en 1985. Mesdames et messieurs, on vient d'assister ensemble à l'exposé de Mme Ama Mazama. Et elle a tenté d'argumenter, de nous présenter des arguments sur l'urgence, je dirais, de l'impératif afrocentrique en Haïti. Car nous sommes descendants africains ou, pour rester dans ces propos, nous sommes africains. Je tiens à vous rappeler que selon le docteur Jean Price-Moss, dans 2 de ses ouvrages, l'un, Ainsi Paul Lalonde, et l'autre, Formation et ethnie, folklore et culture du peuple haïtien, nous sommes descendants de Bantous, nous sommes des Bantous. Nous avons toujours été Bantous. Actuellement, je peux vous donner la garantie, si j'observe le comportement de quelques amis gabonais, nous nous comportons en Bantou. Et peut-être nous allons rester Bantou. Mais vous avez peut-être des contradictions, des commentaires, des remarques. Vous n'êtes forcément pas d'accord avec Mme Ama Mazama. L'heure du débat n'a pas encore sonné. On va prendre une pause musicale. Merci. De retour après la pause musicale, nous allons passer à la dernière partie de cette activité, de cette émission. La partie la plus intéressante où il y a un échange entre l'intervenant et le public. Mais comme je suis aveuglé par la lumière, quelques amis me font remarquer et je l'ai effectivement constaté, il y a la présence de ce qu'on pourrait appeler au Café Philo de ce soir une grande dette, si je peux dire ça de cette manière. Il s'agit de Mme Maïna Bello, qui est une des coordonnatrices de la Fondation Félicité, que je demande de se mettre debout et que nous allons applaudir, s'il vous plaît. On va applaudir la présence parmi nous de Mme Maïna Bello. Mme Maïna Bello, qui est aussi une des grandes militantes des questions africaines en Haïti et qui se passe de présentation. Alors, sans perdre de temps, on va commencer avec la première série des questions. On appelle Duverneau Mac. Alors,
Montage Ronald et Fred William. Donc on rappelle le principe, il faut que la personne soit claire, concis, précis et je dirais que la personne doit aller directement au but. Bonsoir. Je tiens à féliciter et remercier Madame Ama Mazama pour cette intervention. Au fait, ma question est la suivante. J'aimerais juste savoir pourquoi l'Afrique, dit berceau de l'humanité, et le premier-né n'est pas capable de saisir cette supériorité. Merci. Mabdi Aïbobo ensemble avec téléspectateurs, téléspectatrices chaîne 22 et Mabdi Aïbobo ensemble avec Madame Ama Mazama. Comme les parler d'aliénation culturelle, il est impossible pour moi que je sois capable d'intervenir là sur la langue française. Parce que vous parlez d'aliénation culturelle, langue qui c'est un outil pour aider à gommer contre ça qui c'est colon. Question PAM pour vous, c'est clair, et je pense qu'il est capable de distinguer tout ça, nous avons un rapport ensemble avec. C'est comment, après toute approche, je change le côté dans la faculté d'ethnologie, où tu n'as toujours pas développé thèse, question, ça qui a un rapport ensemble avec l'aspect médiatique. Mais je dis, nous toujours qu'on a le même problème dans le poser. Sur question aspect médiatique, là, nous, ça qui a un rapport ensemble avec l'Occident. Travail où il pas seulement même qui sorti Guadeloupe qui fait, nous avons un gros dame comme yo dit qui c'est Baina Bello qui fait, m'a regarder souvent même sur chaîne 2. Mais kounya qui alternative vous pensez que nous capable gagner pour nous continuer goumer contre avarice ça yo, bien contre monde qui empêche nous connaître identité nous cap servir avec altérité pour faire nous oublier propre nous mêmes. Merci. D'accord. Et merci madame Ama et Mabdou merci encore pour tout problème culturel que vous posé dans la question impératif afrocentrique nous-mêmes en Haïti. Et un plus gros problème, trouver que est-ce que vous pas trouver ça un peu paradoxe dans la question problème culturel qu'on posé et nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, est-ce que vous pas trouver ça paradoxe pour intervention là les mêmes les faites en français. Donc nous trouvons ça un peu paradoxe. Par contre, nous évoquons un paquet de problèmes nous-mêmes en tant qu'Haïtiens nous gagnons dans la question culturelle. Merci. OK, merci pour la question Sayo. Pour le dernier monde qui posait une question paradoxe parce que je ne parle français, honnêtement, je ne connais pas ça qui a fait philo. Avant de venir ici, moi poser question, pas vrai? Oui, ça c'est vrai. Me poser question, me poser dans quelle langue je suis supposé parler. Et je dis, mon qui a fait philo préféré français. Non, on dit que la préféré français. Donc, moi-même, t'es saisi, mais me dis bon, si c'est ça que vous préférez, c'est ça que je vais. Mais on voit quand même me poser question linguistique là, parce que c'est une question qui est importante en pile. Deuxième question qui t'est posée. Pour qui ça l'Afrique pas arriver servir avec force pour camper? Parce que l'Afrique souffrit l'esclavage dans les mains arabes, l'Afrique souffrit l'esclavage dans les mains blancs, l'Afrique souffrit colonisation dans les mains blancs. Et malgré les pays africains sont indépendants depuis 1960, ils ont toujours colonisé. Dis-nous, moi-même, moi, j'étais Congo, pas grand longtemps, j'étais Congo, je suis sorti Congo là. Vraiment, je me sens dans la colonie française. Net. Vraiment. Donc, yo ont le même problème. C'est pour ça que je toujours parler même bagaille là, tout côté, bagaille bon Dieu blanc. Blanc, yo mettez dans la tête nous, qui empêche nous de camper pour goumer contre blanc, pour cuire blanc, pour finir avec bagaille ça. C'est ça qui est le problème de l'Afrique, c'est le christianisme avec l'islam. Nous avons goumé en pile contre ça. L'organisation PAM a un projet, c'est un gros projet. Nous allons construire un temple pour nos ancêtres nous. Et nous allons construire en Côte d'Ivoire
pour contrer l'islam et le christianisme en Afrique. Et tant que ça, nous allons faire tout partout en Afrique, mais nous avons commencé avec la Côte d'Ivoire. Troisième question qui était posée, c'est une question qui est complexe. Je me demandé qui gens pour nous contrer images négatives médias portées pour nous. C'est ça? C'est ça pour médias? Hein? Vraiment, pas de réponse collective. Moi-même, réponse, moi, je choisis faire. Décider de ne pas de télévision là, moi. Internet là, moi-même, servi avec pas en pile. Je connais ça, m'a cherché sous lui. Je ne vais pas quitter petit moins aller sur Internet comme ça. Donc, il faut nous-mêmes, nous faire personnellement, décision nous prendre personnellement. Collectivement, il faut nous faire ça, Marcus Garvey t'a dit. Et on a fait ça à soir. Il faut nous contrer la propagande anti-africaine là avec une propagande pro-africaine. Il faut nous mettre une image positive. Il faut nous dire qui nous y est. Pas de réponse magique malheureusement, mais il faut nous toujours affirmer ça nous y est et il faut nous montrer le positivement. Ça c'est vérité pas nous. D'accord. Deuxième série de questions, et Saint-Wood Marius, Dave Pierre-Louis et Martin Télémac. Merci en pile parce que vous permettez de nous retrouver nous, parce que nous sentons que nous sommes perdus dans l'Afrique, parce que nous sommes oubliés côté nous sommes sortis. Mais besoin connaître, est-ce que vous pensez, après tout débat ça, qui ça côté nous comme conseil pour nous porter la caille nous et pour nous aider ça cap venir puisque dit ou même ou fait c'est parce que ou gain trois petites ou fait comme héritage pour eux qui ça côté capable nous comme conseil concret pour nous être capable porter la caille nous pour ça cap venir capable joindre trace ça. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame Amamazama. Je tiens à vous féliciter pour votre exposé ainsi pour votre lutte acharnée que vous menez afin d'affirmer votre afrocentricité. Et il arrive que nous les Haïtiens sommes ouverts à toutes les questions et ceci à partager nos idées. Est-ce que vous pensez que l'afrocentricité peut aider les Haïtiens à se démarquer de l'Occident, la culture occidentale, ainsi pour adopter notre culture, sachant que nous héritons en grande partie d'un patrimoine africain par l'embarcation des Africains de la côte ouest. En grande partie, ils sont venus en Haïti. Mais par contre, nous héritons de patrimoine européen et ceci, nous héritons et nous portons les séquelles de l'esclavage. Pensez-vous que l'afrocentricité peut aider les Haïtiens à se démarquer de l'Occident? Merci. Martin, Monsieur Martin Télémac. Bon, bonsoir tout le monde. Je salue Ama Mazama. Je salue l'homme. Bon, question c'est qui s'allie. Je remets Ama porter une différence pour nous entre afrocentricité, afrocentrisme et africanisme. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est Ama saute dit nous dans la guerre. Et nous devons assumer la guerre parce que la guerre, ce n'est pas nous qui voulons, mais ils imposent nous. Alors, je me demande à Ama, sous qui ça la guerre ça a supposé déboucher? Sous qui projet? Un projet culturel, identitaire, politique, et si politique, qui lien qui gagne entre eux? Projet afrocentricité internationale et l'État fédéral d'Afrique, très cher aux intellectuels, à certains intellectuels africains, dont le professeur Théophile Obenga. Merci. Ok, merci. Donc, on va commencer par la dernière question qui t'est posée. Premier objectif
l'afrocentricité internationale gain, c'est les États-Unis d'Afrique. Pour nous, c'est fondamental parce que si nous pas les États-Unis d'Afrique, nous-mêmes qui dans la diaspora, nous allons continuer à souffrir. Parce qu'il n'y a pas de monde en Afrique qui a protégé nous. Vous voyez? Réfléchissez en bagaille. Si vraiment blanc yo te décidé nous, mettez-nous tout qui là dans l'esclavage, qui moun en Afrique qui t'empêche yo faire ça? Qui moun? Pas de moun. Pas de protection. Donc, nous avons besoin des États-Unis d'Afrique, nous avons besoin d'Africains qui organisent pour camber l'Afrique et pour protéger nous. Qui différencie entre l'afrocentricité, l'afrocentrisme et l'africanité? Personnellement, pour moi-même, il n'y a pas de différence entre l'afrocentricité et l'afrocentrisme. L'afrocentrisme, c'est une idéologie, l'afrocentricité, c'est une philosophie, mais toute philosophie, c'est idéologie. Donc, moi-même, ça ne va pas déranger. Maintenant, l'africanisme, c'est un autre bagaille. L'africanisme, l'africanité, c'est un autre bagaille. L'africanité, c'est l'État. Nous sommes africains, point final. Afrocentricité ou afrocentrisme, c'est en conscience. Ça veut dire, ou c'est africain, ça veut dire, ou africain. Donc, c'est ça qui est différence. Je t'ai posé mon autre question. Est-ce que l'afrocentricité parlait des Haïtiens démarqués par rapport à l'Occident? Naturellement. Mais ce n'est pas ça qui vraiment concerne nous, démarquer nous, parce que nous sommes toujours en réaction. Ça nous voulait, c'est protéger tête nous. Nous disons l'Occident, c'est un danger. L'Occident, a pollué le monde, la planète, a pollué tête monde. Et nous avons besoin vraiment purifier nous. Donc l'afrocentricité a fait ça pour nous. Nous avons besoin de reconstruire ça nous y est. L'afrocentricité a fait ça pour nous parce que nous base africaine pour nous faire ça. Moi pas dans bagaille héritage colonial, bagaille comme ça, pas que qui j'aime accepter un bagaille imposé. Pas qui j'aime dit ça c'est pour moi lié. C'est pas moi qui a le chercher, yo forcé moi prendre. C'est pas moi qui ai cherché la langue française là, yo forcé moi parler français. C'est pas moi qui ai cherché Jésus-Christ, yo forcé moi pour Jésus-Christ. Qui Jean-Bal dit qu'on est là, ça c'est pour moi lié, c'est héritage colonial, moi c'est identité. Pas moi refuser bagaille ça yo. Et dernière question, qui ça nous a porté la caille nous? Seul bagage pour moi dit nous besoin organiser. Au seul monde pas qu'à changer rien. Moi me fais ça me capable faire la caille moi, pas gain télévision, mais c'est pas qu'à voyer petite moi l'école. En pile monde saisi pour ça, yo dit à ma mais ou même ou fait étude ou pas qu'à voyer petite tout l'école. Non, pas qu'à voyer petite moi l'école parce que mon l'école c'est un bagage qui dangereux en pile. Ouais. Lavage de cerveau total. Donc moi-même, mes petites, je ne vais pas envoyer à l'école. Pas vrai? Pour qui ça ne pas à l'école? Parce que l'école, c'est un côté qui est dangereux. Je ne vais pas dire petite moi. Oui, moi, tu es allé. Moi, tu es allé parce que maman, ma papa, me voyé. Yo même, yo pas te connaît. Ouais? Est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que je ne pas occuper l'esprit petit moi. Je ne pas apprendre petit moi adorer blanc yo, respecter blanc yo et yo pas apprendre rien sur l'Afrique ou bien yo apprendre petit moi yo métis, yo créole, yo gain héritage colonial, yo complexé, yo besoin apprendre parler français, yo mépriser l'Afrique, mépriser les ancêtres yo pas veulent manger banane, yo pas veulent manger patate, yo veulent manger pizza. Je ne veux pas ça la gaille moi. Je ne veux pas yo porter blanc pour moi non plus, je ne veux pas yo rentrer dans la massissi non plus, je ne veux pas ça. Je dis yo ça. C'est petite moi qui a une responsabilité.
Moins éduqué, non, moins éduqué, petite moi. Il y a une différence entre scolarisation et éducation. M'éduquer, petite moi. M'bayo valet. M'diyo ki moun yoye. M'diyo c'est africain yoye. C'est une Guinée, une sortie. C'est Guinée n'a servi. Comment? Africain supposé à l'école afrocentrique. L'école qui baille aux forces, qui permet de connaître qui moun yoye, qui permet de connaître qui moun ancêtres yoye. Moi-même, moi à l'école Guadeloupe, je dis moi ancêtres, moi c'est Gaulois. Est-ce que me semble un Gaulois? Je ne peux pas parler de l'Afrique, je ne peux pas parler de rien. Moi, je me lève, je grandis. Heureusement, les ancêtres Kambem, ouais, ils ont péché de rentrer dans la bêtise eurocentrique là, trop fond. Oui, nous avons pile l'école, l'université, tout le monde vient apprendre en Afrique. Je ne peux pas envoyer petit moi à l'école, je conseille nous, pas envoyer petit nous à l'école. Moi conseillez nous pas l'église non plus. Et me conseillez nous pas regarder télévision. Seulement télévision ça. Voilà, parce que nous besoin protéger tête nous. Vous comprenez? Ennemi nous observe avec toute bagaille ça yo pour bombarder nous, pour prendre tête nous, pour affaiblir nous. Pour ne pas connaître côté soleil levé, côté soleil couché, qui moun nouye, qui moun yoye. Vraiment problème là grave. Donc vraiment moi encouragez-nous à organiser. Encouragez-nous à rentrer dans l'organisation Afrocentricité Internationale Haïti. 23-24 juillet, nous allons boire Caïman, organisation Afrocentricité Internationale. Si nous allons faire proposition concrète pour nous bâtir un bagage qui vraiment refléter et qui honorer ça qui fait boire Caïman. Et ça qui fait Haïti, ça Africain fait dans ça. Donc voilà, c'est organiser. Rentrer dans l'organisation, faire bagaille ensemble, pour nous ça changer Jean Bagayoye. C'est conseil moins bail. Bien, nous sommes obligés de camper là, mais ce n'est pas ni premier, ni dernière fois que nous avons gagné avec nous, Mme Ama Mazama, mais c'est là d'accord avec tout pour qu'on prochaine fois accompagner de professeur Molefi qui était à santé. Nous avons joindre une intervention dans le Café Philo, puisque le professeur Molefi qui était à santé, c'est co-directeur et organisateur international Afrocentricité Internationale. Pas jamais gain Ama Mazama sans Molefi qui était à santé, pas jamais gain Molefi qui était à santé sans Ama Mazama. Donc, nous allons retrouver mardi prochain pour l'autre émission de Café Philo, qui est toujours intéressant, même j'ai à ça aujourd'hui. Merci. En bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer.